Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Ses yeux rieurs et son large sourire en disent long sur son plaisir d'être là, sur l'eau, à profiter des plaisirs du large et à satisfaire son envie de compétition et de podium. Elle a osé franchir le pas, il y a peu de temps en fait, à 27 ans. Pourtant, sur le papier, elle aurait pu commencer plutôt sa carrière de skipper, voire même être une princesse héritière, puisque son père est un roi, le roi Jean. Mais non, c'est pas le genre. Certes, naviguer et le monde de la mer sont une seconde nature pour elle, mais elle va choisir de mener de brillantes études dans le marketing et le business du sport, le management international. Elle ira étudier à Bordeaux, à Marseille, en Angleterre, trilingue. Elle maîtrise parfaitement l'anglais et l'espagnol pour avoir travaillé dans ces 2 langues. Elle passe plusieurs années dans le monde de l'événementiel, du marketing aussi, intègre même la prestigieuse FIA pour une mission, mais la voile n'est jamais très loin. Et puis en 2021, c'est le déclic, ou peut-être le moment, celui d'une rencontre en tout cas, qui va la pousser vers ce qu'elle a peut-être toujours eu au fond d'elle, devenir skipper. Elle fonde Frérot Sailing, une jeune écurie de course au large, comme elle dit, et se lance dans le circuit mini. Dans quelques jours, elle prendra le départ de sa 2e boulangère mini transat. En 2023, elle avait terminé à la 9e place. Maintenant, elle n'a plus peur de viser le podium. Thaïs Lecam est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Thaïs. Bonjour Hélène. Tout va bien? Faut quand même qu'on explique à nos auditeurs et auditrices qu'on enregistre ce podcast à vraiment peu de temps avant le départ de la Mini. Ça se passe comment ces derniers jours, ces dernières heures? Bien écoute, là, on est à 6 jours, du départ. Donc, globalement, avant d'être, invitée, avec toi, eh bien, j'étais, sur Penelope Pussycat, évidemment, en train de préparer les dernières petites choses, checker, double-checker un petit peu, la préparation du bateau. Et puis, surtout, j'essaye aussi, de me reposer, puisqu'il y a pas que le bateau qui compte, il y a aussi le skipper où je vais essayer de partir dans les meilleures conditions possibles. On est dans quel état là? Un état d'excitation, un état de: «Mince, ma to do list est encore beaucoup trop longue, à J-6»? Écoute, il y a un petit peu des 2. Il y a évidemment l'envie, de prendre le large, de s'en aller parce que c'est pour ça qu'on est là et en même temps, il y a les dernières petites choses, on ne veut passer à côté de rien. Donc là, j'ai des petits réglages, des petites choses encore à faire, mais la prépa du bateau, commence à être, proche du 100 en tout cas, même si on n'est jamais prêt à 100 on se rapproche des conditions de départ. Depuis le temps que ce projet est lancé, il y a du monde là autour de toi pour préparer cette deuxième Mini? Eh bien oui, c'est un projet en plus Frérot Sailing, qui quand même est un projet assez collectif. J'ai la chance d'être entourée, par des têtes pensantes et des très bons techniciens,
qui suivent mon père depuis, très longtemps. Donc là, j'ai Ronan Cointeau, par exemple, qui me berçait petite et qui a participé à la construction de l'IMOCA de mon père, qui est arrivé à la rescousse hier, pour justement me permettre de me libérer du temps pour me reposer. Et aussi, c'est important d'avoir une deuxième paire d'yeux, dans la préparation du bateau parce que parfois, on a tellement la tête dedans qu'on peut passer à côté de quelque chose. Et puis on a, des amis, on a la famille, on a les équipes, de communication aussi, qui sont là pour relayer un petit peu, l'histoire du projet et tous ces temps, de préparation. Bon, évidemment, on va y revenir, un petit peu plus tard sur ce projet. Juste pour ma culture personnelle, Pénélope Pussycat, on en parle de ce nom? Tu m'expliques? Tu me racontes? C'est vrai que les gens, ils ne trouvent pas Non, mais forcément la réponse tout de j'adore. suite, mais Penelope Pussycat, en fait, c'est en hommage, à Penelope Pussycat. C'est un personnage des Looney Tunes qui est un chat et en fait, qui se frotte contre les gouttières, fraîchement peintes, en blanc, pour se faire passer pour un putois et pour draguer Pépé le putois et globalement, elle use de son charme pour essayer de se frayer un chemin et donc pour moi, c'est rigolo, c'est une image rigolote et aussi c'est en hommage de ma tante qui avait, appelé ma cousine, Marie Pénélope. Elle a jamais voulu être appelée comme ça. Elle maintenant c'est Marie et comme ma tante est décédée, quelques jours avant la mise à l'eau, je trouvais que c'était un beau clin d'œil pour elle et du coup, elle m'accompagne, tout le temps dans les navettes que je fais, à bord de Pénélope. Eh bah, c'est une très jolie, explication en tout cas, merci, beaucoup. On va dérouler le fil avec toi, Thaïs. Je ne sais pas si j'ose la poser cette question parce que c'est une question un peu rituelle, mais c'est toujours ça commence comment ton histoire d'amour, avec la mer et avec la voile? Est-ce que c'est pas un peu une évidence quand on a le papa qui est le tien, quand on a grandi à la Forêt-Fouesnant? Est-ce que tu as grandi sur un bateau, Thaïs? Eh bien, écoute, c'est de la part de mon père et de ma mère également, puisque Oui? ma mère, et mon père se sont rencontrés sur des départs de course et étaient, tous les 2 passionnés déjà à l'époque avant que j'arrive. Et puis, eh bien, je suis née, évidemment, j'ai avant de savoir marcher, je devais déjà traîner sur des filets de catamaran, de trimaran ou des pontons. Mais j'ai toujours été préservée un petit peu de ce milieu, un peu de fanatisme de course au large où, parfois les enfants sont un peu l'objet de discussions, journalistiques. On s'occupe un petit peu trop justement de l'environnement familial, donc mon père m'a toujours, préservée de ça. J'ai fait tous ces départs de Vendée Globe. Évidemment, c'est quelque chose qui est, ça fait 24 ans donc j'ai 30 ans donc j'ai vécu plus, beaucoup plus de ma vie, en connaissant, mon père à faire des Vendée Globe, donc évidemment baigner dedans, mais j'ai mis du temps, beaucoup de temps avant de me lancer, comme tu l'as dit. Petite, je faisais du bateau tout le temps avec mon oncle et ma tante, j'ai toujours été, férue de croisières et de tours des Glénans et des tours des îles, du sud Bretagne et l'Espagne et des navigations, on va dire familiales. Et puis, au collège, je me suis mis à faire mes premières compétitions, quand j'étais à Fouesnant, au collège de Fouesnant. Et en fait, j'ai arrêté assez rapidement puisque dans ma classe, en fait, j'étais avec, Jérémy Desjoyaux en équipe, puisqu'on est cousins éloignés et puis en plus, il y a nos 2 pairs sur le Vendée Globe sur l'année de notre de collège en troisième. Et puis en fait, on en avait marre on s'appelait pas Jérémy ni Thaïs, on s'appelait, Fils le d'eux? petit dé Fille d'eux? ouais, c'est ça. Donc stop, stop, donc j'ai commencé à me mettre au surf à fond, donc toujours dans le milieu, de la mer, de la chasse sous-marine, et puis c'est au final, en arrivant en école que, je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien m'y remettre». Un équipage comme ça, un équipage, ça a pas de nom de famille et puis, bah, petit à petit, je me suis repris, un petit peu au jeu de la compétition et pour arriver en 2021 justement à fonder ce projet, pour me lancer, mais cette fois-ci en solitaire, mais avec un prénom et puis un nom de famille. Justement, j'allais te dire, bon allez, est-ce qu'on l'évacue tout de suite, le côté, fille d'eux, le côté, fille de Jean Le Cam? Ça a été lourd pour toi, finalement? Écoute, aujourd'hui, je m'en fiche, mais avant ça a été lourd.
Je savais pas trop où était ma place. J'ai connu mes repas, par exemple au restaurant où en fait, il y a des gens qui te coupent la parole, où moi je voyais pas forcément mon père tous les jours, puisqu'il était souvent en mer et puis, en fait, ces moments privilégiés, tu te rends compte que, eh bien, en fait, tout est happé par, donc en fait, tu peux pas avoir une discussion, un repas simple au restaurant sans avoir des personnes qui demandent des autographes, des photos, qui ne prennent pas en considération justement l'intimité du skipper. Et ça c'était lourd. Puis au bout d'un moment, on s'habitue et puis après on vit autrement. Et puis aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'être, bah, juste la fille de Jean. C'est évidemment ma passion pour la voile qui nous a énormément rapprochés aussi. Aujourd'hui, on a une relation, père-fille, complètement autour, finalement du chantier, du bateau. Et c'est vrai que c'est quand même unique de pouvoir, tenir ce genre de relation. Thaïs, si en allez, fin de collège, tu décides, de couper un peu avec la voile, tu vas, on l'a dit dans l'introduction, te diriger vers de sacrées belles études, axées, sur le sport. Il y a toujours un peu de sport, hein, dans l'histoire quand même. Le marketing, le business, et puis le management. Tu as quoi dans la tête à ce moment-là, en te dirigeant vers ce genre de branche? Et bien, pour moi, c'était au lycée, en fait, j'ai décidé de redoubler, mais même de rétrograder. C'est-à-dire qu'avant, j'ai toujours été bonne en maths et puis, du coup, je me dirige vers, la branche, sciences de l'ingénieur, école d'ingé. Puis en arrivant en terminale, je me dis: «Mais pas du tout, en fait. Je peux pas être, dans un bureau, moi j'ai besoin de vivre aussi ma passion du sport au sein de mon travail» et donc je repasse en première ES. Donc je suis Ah passée oui, de quand terminale même! à D'accord, c'est première. original, OK. Voilà, en début d'année, donc j'ai quand même réussi à perdre qu'un an en regroupant un peu les trimestres et puis, parce que, pour moi, en fait, la dernière année de terminale, ça si je restais en sciences d'ingénieur, j'allais pas avoir, forcément les cartes, pour accéder aux grandes écoles, d'où ce rétrogradage et donc après, bah, j'ai passé mes concours parce qu'en fait, c'était vraiment pour faire, du management du sport. Le sport a toujours fait partie de ma vie et je voulais que ça continue ainsi donc me voilà, prise à Cambridge Business School dans un cursus plutôt généraliste de, International Business Management et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis spécialisée au fur et à mesure des années qui passent, après, j'étais en double diplôme en Angleterre, où on avait pas mal de choix de modules. Donc, moi, j'étais plutôt module entrepreneurial, de gestion globale des entreprises et à la suite, j'ai passé les concours pour, le MSc International Sport and Event Management, qui est, master spécialisé à Catch Marseille, le meilleur d'Europe et je suis prise et donc là, le cheminement, continue. Je fais mes stages, d'études, au sein, bah, par exemple, d'IMOCA Ocean Masters pour la première année, la première édition de la New York Vendée. Donc je travaillais j'épaulais Marion Cardon pour cette première expérience qui était géniale et ça a confirmé mon envie de travailler justement dans le sport business. Et puis après, je me suis dit: «Bon, puisque j'ai coupé avec la voile, est-ce que j'irais pas élargir mes horizons, vers autre chose?» Et j'ai déposé des CV, dans plein de domaines différents, mais uniquement dans le sport et puis, là, toutes les réponses positives, dans l'automobile. Et en effet, en fait, c'est des sports qui sont assez, semblables, hein, puisque Ouais. nous, on a un homme et une machine. C'est, des sports qui sont interdépendants de l'homme et de la machine. Et puis là, je me suis découverte une passion pour l'automobile autant que pour le bateau à voile et c'est pour ça que j'ai fait quelques années, donc au début à la FIA, en direction communication et ensuite chez Peter Auto qui gère le championnat européen de course de voiture historique, où là, en plus, on a un petit peu d'âme, de patrimoine, un peu c'est du gentleman driver, c'est un peu l'ambiance qu'on va retrouver au vol de Saint-Tropez, quoi. On va revenir à ça. Je voudrais juste revenir sur ta rétrogradation, je sais même pas comment on dit. Ça dit quoi de ta personnalité déjà? Parce que ça veut dire que tu es en terminale, tu as 17-18 ans et tu vas prendre cette décision, somme toute, pas
pas évidente comme ça de retourner en arrière et en plus de changer de filière, mais à ce moment-là, ça dit quoi déjà de la personne que tu es et de ta personnalité qui existe, qui est toujours là d'ailleurs? Je dirais que j'irai pas au bout des choses sans avoir, toutes les cartes en main, pour, faire les choses bien. J'ai un côté perfectionniste, qui vient sûrement, du côté de mon père et c'est clair que, je veux pas, en fait, je veux pas, faire les choses à moitié. J'ai ce truc où, je préfère de faire, 3 pas en arrière pour en refaire, d'autant plus en avant. Ça me dérange pas, en fait, de revenir sur des bases, de me remettre en question pour faire en sorte que, eh bien, la réponse, elle soit la plus cohérente et la plus parfaite possible, même si on n'arrive jamais à faire, en sorte que les choses soient parfaites. Pour moi, j'essaye de m'en rapprocher. Qu'est-ce que tu vas, ou plutôt comment est-ce que ça va te faire grandir ces années, au sein du monde, automobile et dans le marketing et dans l'événementiel et dans l'international aussi, hein? Ça, c'est quelque chose aussi qui caractérise pas mal ton CV. Bien, je pense que c'est de l'ouverture, sur, des milieux différents, sur des façons de penser différentes. Qui sont super intéressantes, hein. On peut s'inspirer de plein de monde, parfois quand on ouvre un peu plus les yeux autour de nous et qu'on reste pas juste dans notre petit milieu, avec les stars, de la course au large ou les stars de Port-la-Forêt. C'est intéressant d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup d'inspiration, dans plein de domaines et l'automobile, j'en ai trouvé, beaucoup. Et ça me permet aussi, eh bien de parler plusieurs langues, ça me permet de voyager, de rencontrer des personnes, on n'aurait jamais croisé leur chemin avant. Donc je pense que ça fait partie d'une belle ouverture d'esprit, ouais. Qu'est-ce qui t'a, ou qui t'a le plus, marqué dans ce chemin-là, dans ces rencontres-là? Bah, je dirais que la première personne qui m'a donné un petit peu, l'opportunité de rentrer dans ce grand milieu, c'est, Peter Bayer et Peter Bayer, c'était à l'époque le directeur, de d'IMOCA Ocean Masters avec qui j'avais travaillé et c'est lui qui m'a ouvert cette porte à la FIA et donc merci à lui parce que je pense que j'aurais pas le CV, c'est même sûr, j'aurais pas le CV, que j'ai aujourd'hui. J'ai aussi d'autres personnes inspirantes comme, bah, mon ancien patron Patrick Peter avec qui je suis toujours en très bonne relation, qui peut avoir un peu une réputation de caractère, très dur, d'être, très, très dur avec ses employés, avec son entourage. Mais en fait, non, moi, je le trouve juste, parce que vaut mieux dire les choses quand elles sont pas bien et même si c'est quelqu'un qui a un peu plus du mal à dire les choses quand elles vont bien, mais il instaure un peu une perfection des choses parce que lui aussi est à cette recherche et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Donc ces personnes-là, ouais, je dirais que c'est un peu les mentors qui m'ont permis d'aller, de franchir certaines étapes de carrière, en tout cas dans le sport automobile, ouais. Et la voile, elle est, alors moi je disais dans mon introduction, mais peut-être que je me trompe, tu as le droit de dire que je me trompe, il y a aucun problème, que la voile était quand même toujours un peu là. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, ça se manifestait comment? Et dans quelle mesure c'était quand même dans un coin de ta tête, cette histoire? Eh bien, pour tout rien te cacher, alors moi j'ai toujours continué à naviguer même, quand j'étais dans l'automobile à Paris, je disais: «Ah bah non, mais là, moi il me faut mon week-end prolongé en récup parce que faut que j'aille faire un tour en bateau, Il faut que sinon j'aille je vais prendre des péter embruns, un sinon ça câble». va pas aller. Voilà, c'est ça, donc j'ai toujours eu en fait, cet équilibre où, même si j'étais loin de la mer, j'y revenais au moins 2 fois par, mois et puis, tu vois, je me rappelle charger les portraits de skippers, engagés sur la Normandie et puis à me dire: «Mais qu'est-ce que j'aimerais bien en faire partie?» et en même temps, j'étais là: «Non, non, tu peux pas, tu es la fille du roi Jean, en fait, si tu te fous là-dedans, c'est des emmerdes assurées, je vais pas assumer, cette pression, qu'on peut me mettre parce que, fille d'eux et du coup, j'étais là: «Non, non, mais ça, c'est finalement, c'est pas pour moi, je suis bien de la barrière, du côté de la barrière organisation et je vais y rester là» et puis au fur et à mesure, bah, finalement, la barrière de cette barrière-là, je l'ai commencé à l'enlever et il y a eu Sébastien Picot, notamment aussi un ministre chevronné qui a un peu creusé, de ce côté-là, avec qui on s'entendait bien. Il me dit: «Mais Thaïs, mais si tu veux faire la Mini, il faut que tu la fasses» et ça faisait, plus de 10 ans, en fait, que ça trottait dans ma tête, mais j'en parlais pas trop, je le cachais et je voulais pas que cette pensée, justement, T'envahissent? m'envahisse et puis finalement, il me dit: «Non mais attends, moi j'ai un bateau à te filer,
je te file, Castel-Roquette et puis tu retapes et tu pars. Puis c'est ce que je fais entre, 2 années, si tu veux dans l'été, entre, mes années en Angleterre et avant de rejoindre Kedge Marseille et puis du coup, je commence à le retaper mais je me rends compte que le bateau est dans un état, il y a enfin, en fait, la coque est délaminée, enfin, ça va pas du tout, quoi et là, je me dis: «Bon, ah non, mais laisse tomber, je peux pas partir là-dessus». À ce moment-là, je n'en avais même pas encore parlé à mon père. Tout ça, je le faisais en secret Ah oui. et puis à un moment, je lui dis: «Écoute, viens voir, j'ai un truc à te montrer». Il me dit: «Bon, quoi?» «Bah, viens à Brignoles, faut que je te montre un truc, j'ai besoin de ton avis» et là, je lui montre ça. Je lui montre le je fais: «Voilà, alors j'ai ça, Qu'est-ce que qu'est-ce tu que en tu en penses? penses?» Il me regarde avec des grands yeux, mais c'est mais ça sort d'où? Je fais: «Bah bah, ça sort de beaucoup d'envie, d'un rêve et puis au final, en fait, je me suis dit que c'était pas le moment, parce que, bah, le bateau, il était pas en état. Il me dit: «Non, mais ma fille, tu traverseras l'Atlantique si tu veux, mais il est hors de question que tu traverses à bord de ce bateau-là» et donc au final, comme les planètes n'étaient pas alignées, je vais faire mon année à Marseille de master spécialisé et je pense que j'ai eu raison et puis, je continue à naviguer à bord de l'Armagnac de famille, Mervan, sur lequel, on a tous appris à naviguer dans la famille. C'était l'Armagnac de mon grand-père, qui a été, ensuite le destrier de mon père et puis, voilà, on continue et avec, Louis, mon cousin, on a fait nos armes aussi dessus. Donc je continue à naviguer dessus. Pendant le confinement, j'habite à bord de l'Armagnac et puis du coup là, une fois qu'on avait le droit de renaviguer, je pars, je me casse pendant 2 semaines toute seule pour voir si ça me plaît de faire du solo et là je rentre et je rentre parce que je devais rentrer, mais j'avais pas envie de rentrer et là je me dis: «OK, je veux faire cette mini transat, ça fait un petit moment que j'en rêve donc c'est parti» et puis en fait là, bah, je croise Julien, mon associé Julien Letissier, on en Laetitia. parle et voilà et après on a commencé à monter Frérot Sailing. Ton histoire, elle me donne presque les larmes aux yeux. C'est vrai, hein? Ça veut dire aussi que cette fameuse barrière, tu l'as fait sauter à ce moment-là? Ah complètement. Ça veut dire que, ça veut dire qu'être, Thaïs Lecam, c'est plus très grave? Tu assumes, tant pis, on verra bien? C'est un peu ça, ouais. Et qu'est-ce Puis qui me ouais, le déclic, il est d'où, en fait? C'est ces années, un petit peu loin de ce milieu-là que tu t'es quelque part imposé, bien que super enrichissant et génial pour toi, qui t'ont donné une certaine confiance ou une certaine maturité qui fait que tu es revenu plus sûre et plus sûre de tes envies? Ou qu'est-ce qui a fait ce déclic-là de se dire: «Bon allez, après tout, je m'en fous»? Bah, c'est d'être seule en mer, je dirais. Parce qu'avant, pour moi, là, je voyais que le revers de la médaille, du côté à terre où au final, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on le fait. Et là, en fait, j'étais tellement bien en mer toute seule, je me dis: «Mais en fait, heu et merde, quoi, j'y vais et puis je m'en fous de ce qui se dit à terre et puis et puis, c'est pas grave» et et ce côté-là, c'est marrant parce qu'il s'est complètement, évaporé après la dernière mini transat parce qu'il y avait des choses qu'il disait évidemment sur les pontons, surtout qu'avec Julien, on est parti sur un projet quand même, de construction de proto. Enfin, je j'étais pas obligée, je pouvais aussi acheter un bateau de série, hein. Mais non, il y a le côté chantier technique qui m'intéresse Qui te beaucoup plaît? Ouais. et c'est à l'arrivée depuis l'arrivée de la dernière mini transat où j'ai l'impression d'avoir eu une légitimité qui s'est créée où, bah, ça y est, je m'appelle Thaïs et on vient pas me chercher pour mon nom de famille et ça, c'est agréable parce que, bah, depuis, j'ai l'impression d'être bien dans mes bottes et de plus avoir ce revers de la médaille, à subir, aujourd'hui, il est là et je l'accepte et c'est cool et j'essaie d'en récupérer les côtés positifs. Je lisais un papier, en préparant ce podcast où, le titre du papier, c'était, une de tes citations qui disait, «J'ai le syndrome de l'imposteur». Alors ça, Alors il faut dire à nos auditeurs, auditrices, au moment où j'ai dit cette phrase, parce que j'ai la chance de voir Thaïs moi, elle a le sourire qui s'est fait, elle a mis sa main devant sa bouche, genre: «J'ai l'impression d'avoir dit une bêtise moi». Vas-y, dis-nous. alors ce papier, j'avais envie de m'enterrer sous pied s 6 pieds sous quand il terre. ah ouais, c'est clair. Quand il est sorti, surtout que de base, on m'avait interviewée, c'était pour parler de la classe mini et le système de qualif. Ça devait être un article dans la Voile et Voilier et puis 2 jours après, j'ai mes colocs qui m'appellent
«Ah la vache!» En plus, c'était dans Paris Match. «Il y a un papier sur toi, incroyable», Exact. enfin, eux, ils étaient contents et moi, je fais: «Mais de quoi tu me parles?» Et là, je lis l'article, je vois le titre. J'ai un gros complexe de l'imposteur, je l'ai sous les yeux le papier. C'est ça et puis là, je fais: «Mais c'est pas possible!» Et voilà, bah, c'est super. Moi, je voulais parler des qualifs en mini et puis là, je me retrouve avec les gros titres de Paris Match, déjà, Le où poids des mots, le choc des c'est un photos, hein. peu, c'est un peu radio, un ragot, radio ragot ponton, quoi. Je suis là: «Bon, bah, on n'est pas du tout sur le thème» et ça, en effet, ce type de de move où moi, la journaliste, en plus, m'avait dit, «C'est pour voilier, machin», où je me retrouve avec ça, moi, je l'ai engueulé, hein. Je l'ai appelé, je lui ai dit: «Tu rigoles?» C'est heu, les fameux désagréments dont tu parlais les voilà. désagréments de Hatter. Voilà, donc maintenant je fais attention à qui je parle, surtout et même si, j'avais parlé des qualifs, mais bon apparemment dans le papier, c'est pas du tout le sujet, quoi. Frérot Sailing, heu, dans ta page, LinkedIn, il y a marqué fondatrice et skipper, bah oui, forcément. C'est quoi l'idée de cette écurie de course au large? Eh bien, c'est l'histoire de 3 copains qui ont des compétences, complètement différentes et qui se disent: «Bah, en fait, on a tous les 3 envie de faire la mini transat et puis on peut en fait profiter des compétences, des uns des autres pour, apprendre, pour partager, pour s'entraider». Et donc c'est comme ça que c'est parti. C'est Julien Le Tissier qui aujourd'hui court aussi, pour sa troisième participation, sur la Boulangère Mini Transat 2025, qui travaillait pour mon père, il était préparateur pour son Vendée Globe 2020 et puis, bah, à ce moment-là, je vais le voir, je lui parle de Mini. Lui, il avait déjà fait la Mini Transat en Pogo 3, donc en bateau de série et puis, je lui dis: «Ouais, j'ai vraiment envie de partir, mais toi, tu me conseillerais quel bateau?» On parle de ça et puis il me dit: «Bah, moi, j'ai envie de repartir, mais comment on trouve les sous?» Et puis, on se dit: «Bah, de toute façon, si on veut repartir, si on veut faire un truc ensemble, faut qu'on ait les mêmes bateaux». Et puis à ce moment-là, il y a Valentin Noël qui est un ami qui est, le chef de l'école de voile de Belle-Île, qui veut partir aussi et lui qui a plutôt la compétence, coaching, gestion, d'entraînement, en mer et cetera. «Ouais Thaïs, j'aimerais bien monter un projet et puis on en parle et puis, toi, tu partirais sur quel bateau? Et puis comment tu fais pour chercher des sous?» Et puis en fait, on a tous les 3 les mêmes questions qu'on se pose entre nous et puis on se dit: «Mais pourquoi on part pas tous les 3 du coup?» Et donc, mon père arrive du Vendée Globe et là, à l'arrivée, je lui dis: «Écoute papa, on monte un projet, un collectif pour construire 3 bateaux». «Ah mais du coup, vous partez sur quoi?» Et puis on réfléchit, on invite David Raison, à Port-Laf et là, bah, on discute du projet de faire 3 mini. Donc des protos, mais d'utiliser les moules de Maxi. Ça, c'est Julien qui avait déjà, réfléchi un petit peu l'année À tout ça? d'avant Ouais. et puis, ouais, bah, c'est super ça parce qu'on va gagner du temps, on va mutualiser, on va réduire du coup l'impact, environnemental, réduire les budgets, donc on trouve ça pas mal et puis la réunion pour, 3 mini, elle se transforme parce qu'il y avait Eric Bellion et mon père, à cette Mais bien réunion, sûr, ouais. qui se transforme en, «Ah bah, du coup, nous, on va construire, 3 IMOCA». Donc David, il se retrouve à venir à Port-la-Forêt pour, la construction de 3 mini dans proto et puis, bah, il y a 3 IMOCA, quoi, alors que le mec, il avait jamais dessiné un IMOCA de sa vie. Donc les 2 projets se sont télescopés les uns à côté des autres, où nous, on a été accueillis, chaleureusement, pour la construction des bateaux aussi, chez Éric Belliot. Merci à lui et puis aujourd'hui, ben, on est plutôt du côté, du chantier de mon père, donc chez Finistère Mervent et donc bah, en fait, c'est parti comme ça et puis au final, au fur et à mesure, puisqu'on a là, l ça, je te parle de ça, c'était en 2021, C'est ça, le projet. post-Covid. Mmh. C'est ça et puis en début 2022, on commence à construire, à draper la première coque et puis, bah, du coup, il y a mon bateau qu'on arrive à sortir en 5 mois. On fait les premières navigations dessus. Sur la 2 au Concarneau, première course avec Julien. En attendant, il y avait le deuxième bateau qui était en construction. Et puis, après, bah, tout allait très vite parce que nous, fallait qu'on se qualifie. Donc le bateau de Julien a été mis à l'eau en janvier 2023, donc l'année de la Mini. L'année de la mini, ouais. Voilà. Valentin, au bout du premier bateau et des premières naves, il me regardait avec des grands yeux, il me dit: «Oh, mais non, mais je crois que je vais pas partir parce que c'est des machines de guerre ces trucs, quoi». Il complètement apeuré du truc. Moi aussi, hein, j'étais, d'autant apeurée. Je me dis: «Mais comment je vais gérer ça?» Et puis au fur et à mesure, avec beaucoup d'apprentissage, de la résilience, j'y retourne, il est hors de question que je me loupe, sur
sur ce projet et Valentin, eh bien, malheureusement, n'avait pas les financements pour un troisième bateau et puis de toute façon, il nous dit: «Non, non, non, mais de toute façon, moi je en Je fait, le sens pas. je sens pas». Il s'est retrouvé avec, un amour pour la technique finalement, pour le chantier où, en fait, on continue à bosser avec lui de temps en temps aussi, il adore se rater finalement et voilà et puis du coup, 2023, l'année, de toutes les qualifs, moi j'avais la qualif hors course en plus à Calais, donc je suis partie en mois de mars, en Irlande. Il faisait bien froid, mais j'ai adoré. Je fais ma qualif en 5 jours et demi, le deuxième record de qualif. Il y avait du vent, je suis arrivée et ça me plaît encore, donc je me dis: «Bah, c'est super, allez on continue» et puis, bah, j'obtiens mon ticket pour la Mini Transat, sur le Fastnet, donc juste, 2 mois et demi avant, quoi. On va parler de cette, 1re, mini, mais toi, tu te sens comment quand tu es à la barre de ton mini? Là, tu disais, bah, voilà, c'était en mars, avril, ma qualif, il faisait froid, mais j'ai adoré, il y avait du vent. La Thaïs en mer, elle est comment la Thaïs en mer? Et ben, elle évolue. Il y a jamais un état pareil et Comme l'eau, comme la mer. c'est ça, c'est cette année, qu'est-ce que je suis bien en mer. Je profite de chaque moment, vraiment, c'est ouais, c'est super agréable. Je me sens bien, je me sens à ma place, je profite. L'année dernière, c'était pas du tout le cas. Je sais pas, j'ai eu le truc post-mini où, Puis il y a eu des casses l'année dernière aussi, c'était moins simple. ouais, bah, j'ai dématé Mmh. sur la SAS, donc à 150 000 des côtes et puis là, bah, là, c'est un bordel, monstre, hein et puis c'était pas dans une mer d'huile, tu imagines bien. Puis en fait, je savais pas trop si je voulais repartir sur la transat après la première, parce que j'ai eu très peur. J'avais du mal à trouver les freins sur le bateau et en fait, j'avais peur de tout péter tout le temps et bah, du coup, la saison, je renchaîne la saison, je sais pas, je me retrouve malade en mer, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis stressée. En même temps, j'ai envie d'être performante parce que ça y est, j'ai fait une mini transat, je connais bien mon bateau, mais je suis pas bien. Et puis la SAS où je démate, où là clairement, bah, c'était un bordel monstre. J'arrive à Bilbao avec le bateau pas si abîmé que ça. Bon, il y avait le mât, il manquait 4 mètres, mais le reste c'était pas, j'avais pas trop mal géré, ce moment-là. Et c'est en arrivant en fait sur le ponton que je me dis: «Mais en fait si, je veux repartir». Parce que, c'est comme si, tu sais, j'avais quand même pété un truc compliqué à gérer. Ça y est, j'ai la confiance de je peux gérer ce problème-là. Je me sens, à l'aise, à gérer un peu l'imprévu, à Des gérer des galères, choses ça varie, qui ouais. s ouais, voilà. Et donc depuis ce moment-là, c'est un peu le déclic dans ma tête où je suis de nouveau, à l'aise en mer et là, je suis au top. Je suis trop contente, tu vois? Même si, parfois on a de toute façon, on a 1000 galères par jour, mais je suis bien et puis j'essaye de relativiser et c'est vrai que j'ai pas du tout la même façon de naviguer aussi que la première année, où la première année, c'est un peu la retenue de, tu alors que là, bah, j'essaye d'appliquer et de faire attention à pas aller trop loin pour préserver mon bateau et moi aussi. Hem, Parce qu'on a tous aussi nos petites faiblesses, donc c'est un peu plus d'écoute, quoi. Cette, 1re, mini en 2023 où tu vas terminer 9e, hein, tout de même. Je crois que tu t'étais dit: «J'aimerais bien finir dans le top 10», bah, pas mal. Ça c'est fait pour la première mini. Tu dis: «J'ai eu peur». C'était quoi cette peur? Et puis qu'est-ce qui a été grisant quand même aussi sur cette première traversée en mini? Bah, la première étape, moi, je me fais rentrer dedans au départ, donc déjà, ça commence bien. Au Cap Finistère, j'ai plus d'aérien. Je pars à l'ouest, puis finalement, je flippe, je remets tout en question, je repars à l'est parce que je me dis: «Putain, si je dois réparer le bateau ou je sais pas quoi». Du coup, en fait, je fais une route, pas du tout, enfin, j'aurais dû rester à l'ouest, tu vois? Donc j'arrive 15e de la première étape, puis bon, bah, je suis quand même arrivée, mais un peu déçue, un peu sur ma faim. Puis du coup, la deuxième étape, je l'aborde avec, beaucoup plus de légèreté, moins d'enjeux. Bah, de toute façon, j'ai fait un classement dans les choux, donc là, le principal, c'est de profiter de cette expérience, c'est de profiter du moment présent et puis au final, bah, en fait, la deuxième étape, je crois que j'ai réussi à débrancher le cerveau, puisque, bah, j'arrive 6e, donc On salue la performance au passage.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est là aussi que je comprends que c'est en débranchant le cerveau et en me faisant plaisir que j'arrive à être performante. En te faisant plaisir et en te faisant confiance, Thaïs, peut-être aussi? Peut-être. Il y a sûrement de ça. La compétitrice, qui est en toi, quand est-ce qu'elle s'est réveillée? Parce que on lui a demandé de se rendormir, à la fin du collège et puis, bon, on a bien compris que du bateau, tu en avais quand même toujours fait et puis là, il y a cette mini, il y a cette, perf, là. Hem, la compétitrice Thaïs, elle est comment? Elle a jamais été endormie, hein, parce que dans tous les sports que je faisais, j'ai toujours eu ce côté, je vais être, devant, je veux faire mieux, je veux progresser. Pour moi, ça passe plus la performance, elle passe plus dans la notion de progrès, tu vois? Où c'est quand même, Le chemin? ultra Mmh. agréable, le chemin que tu parcours et plutôt qu'aller à un objectif, tu vois? Tu parlais de podium où c'est en effet un truc quelque chose dont je rêve et cette année, j'ai réussi à en faire, 2, et bah, je suis super contente du résultat. Mais il y a pas eu un moment où je me suis dit: «OK, là, je pars, c'est pour le podium» et c'est exactement, l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant. C'est que j'aimerais, mais en attendant, en fait, le résultat, on verra. Surtout que là, moi, j'ai un petit souci de santé que je traîne depuis le début de l'année, où j'ai le syndrome du canal carpien, qui est avéré sur les 2 mains. Donc j'ai Oh, navigué toute la saison en attelle pour me qualifier, pour, continuer à justement à naviguer et là, je me suis fait opérer de la main droite, 3 jours après l'arrivée du Fastnet. Donc là, on est même pas à 2 mois après on n'est même l'opération pas à 2 mois, ouais. et la main gauche, il faut que je me la fasse opérer, mais il y avait pas le temps, donc ce sera au retour de la transat. Et donc là, j'ai fait mon été avec beaucoup de rééduc, de la récup. Il s'avère que, j'ai pas le niveau de récupération que j'aurais souhaité pour, le départ et donc mes objectifs sont complètement chamboulés, tu vois? Là, la semaine dernière, avant d'arriver au sable, je me dis: «OK, il y a peut-être moyen que je perfe» et bah là, après le convoyage où je me rends compte que, j'ai mal aux mains, que faut que je m'écoute parce que sinon j'ai des difficultés à manœuvrer. Donc là, ça y est, je fais un travail d'acceptation de, c'est pas en fait, faut pas que je mette, ma mini transat en danger, ni ma santé, pour la perf. Parce que là, si je suis les autres, physiquement, je vais pas suivre. Donc c'est plus de travail d'écoute sur soi, là, actuellement et d'acceptation de ma condition physique parce que je peux me mettre en danger si je m'écoute pas, mais si je m'écoute et ben, j'ai moyen de profiter, justement de ce moment, de finir cette traversée et puis le résultat, en fait, on verra. Déjà d'être de l'autre côté, c'est super. Concrètement, juste, petite, parenthèse, ça t'empêche de quoi? Tu as vite mal aux mains? Tu as les mains qui se bloquent? En fait, c'est le nerf qui, relie, le cerveau aux mains qui est comprimé par les muscles et les tendons. Donc c'est un peu, c'est la maladie des charpentiers, des gens qui font des Ouais. travaux manuels et en mini, en fait, on utilise vachement la pince et c'est ça le problème de compression et donc en fait, moi, ils m'ont ouvert le ligament et les muscles qui sont là. Donc là, le temps que ça se reconstruise à droite, j'ai pas récupéré toutes mes capacités et à gauche, en fait, c'est sur les moments de pause que ça fourmille et donc tu ne peux plus, justement avoir la motricité nécessaire pour manœuvrer tout de suite. Ce qui implique de, réduire plus tôt parce qu'une fois que c'est trop tard et ben, OK, pour les autres, c'est emmerdant parce que ça tire sur le physique, mais pour moi, ce serait, possiblement, une mise en danger ou une possibilité de se dire: «Bah, je peux pas continuer comme ça. Je suis allée trop loin, ou j'ai un capital, humain, qu'il faut réguler en fonction des conditions» et donc je me dis: «Bon, bah, au moins, si je préserve les mains, je vais préserver le bateau, donc j'ai plus de chances d'arriver de l'autre côté» et l'important, en fait, c'est que j'arrive à régler ça pour que ça ne m'empêche pas de naviguer, le reste de ma vie. J'ai pas envie de gâcher ça, ce serait dommage. Ah là là, ouais, tu me fais une transition magnifique. Le reste de ta vie, justement, qui est encore très, très long,
Il y a quoi comme, rêve? J'ai lu, des rêves de Transat Café L'Or en classe 40. J'ai lu des rêves de Route du Rhum en classe 40. Alors, ce sera pas pour cette année, si je comprends bien, parce que cette année, tu vas être directrice des opérations sur le village, au Havre, pour, la Transat Café L'Or, donc ça va plutôt se passer à terre. Mais est-ce qu'on peut en parler de ces projets-là? Ces envies-là? Ouais, bien sûr, j'ai envie de continuer à faire du bateau, ça c'est sûr. Quel type de bateau? J'en sais rien. Là, tu vois, je rentre, j'ai Thibaut Vauchel-Camus qui m'a proposé de rentrer avec lui à bord de Solidaire en peloton, une opportunité de Génial. folie. Donc j'ai envie à la fois, découvrir, en fait, tout type de support, et j'ai surtout envie de progresser et d'apprendre, auprès des personnes qui connaissent bien leur bateau. Donc tu vois, autant en Ocean 50 qu'en classe 40, qu'en IMOCA, pourquoi pas en Figaro. Hem, je me laisse un peu l'année 2026, on va dire, en tu sais, en transition d'apprentissage et de savoir ce que j'ai envie de faire aussi et puis D'aller surtout, tester plusieurs choses, d'aller saisir des ouais, opportunités? exactement et parce que je suis consciente aussi que va falloir que je prenne soin de moi, de mes mains, que la récup, bah, là, va y avoir une deuxième opération, que donc ça t'amène, au mois d'avril, mai. Donc va falloir que j'adapte ça et que je me remette en condition physique pour, pouvoir réaliser, tous ces rêves de multi-sport et puis moi j'ai toujours rêvé, le grand rêve, tu vois, ce serait, une ocean race, quoi. Ça, c'est clair. Oh! Je pense que c'est le plus la plus belle manière d'apprendre à naviguer sur des bateaux sérieux, avec des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de savoir-faire à transmettre. Pour ensuite imaginer faire des plus grandes courses en solitaire. L'appel est lancé? On peut dire ça. Et quand tu dis faire des plus grandes courses en solitaire, je vais évidemment te la poser cette question-là. Le Vendée Globe, ça fait partie des petites choses, à cocher un jour? Alors je dirais pas que c'est quelque chose qu'on coche parce que bon, je sais pas à quoi elle ressemble tes to-do list, mais elle est un peu engagée cette case à cocher. Avant de me demander, je disais un non définitif. Maintenant je dis un pourquoi pas, mais je ne se prononce pas. On verra, selon, les opportunités, les envies, heu, la vie, quoi. Oui, non, peut-être ne se prononce pas, beh, donc on va on verra pour plus tard. Est-ce que tu as des modèles, Thaïs? Des idoles? Est-ce que tu es du genre à avoir, des idoles? Pas trop, j'ai des personnes qui m'inspirent. Ouais. Mais pas forcément dans les milieux, tu vois? Dans mon milieu, de voile, de navigation, tu vois? Ça va être des humoristes, Comme? et ça va être, moi j'aime bien Douli, Ouais. elle me fait bien marrer. Swan Peris aussi, elle me fait bien marrer. Hem, après je vais avoir des artistes, ça va être, en musicalement, j'écoute vraiment de tout, je vais autant écouter, tu vois, du rap français que du Sexy Sushi, ça c'est divers et varié, en fait. En automobile aussi, évidemment, j'ai mes petits chouchous, heu, Charles Leclerc, j enfin, j'adore sa façon de faire, et de construire sa carrière en F1, enfin voilà, c'est Qu'est-ce qui t'inspire chez lui, par exemple? sa ténacité et en fait, son équilibre de vie. Tu vois? Comment il a grimpé les échelons pour arriver jusqu'à Ferrari quand même, c'était un des plus jeunes, un des plus jeunes pilotes à atteindre, cette écurie-là. C'est faut faire beaucoup de sacrifices, au côté perso pour y arriver, heu, voilà. Mais c'est un petit peu de tout, ouais. Quand tu penses à ce départ de cette deuxième mini là dans quelques jours, et que tu repenses à ces années, finalement, alors pas dans des bureaux, tu nous l'as dit puisqu'il n'était pas question de ça, mais en tout cas, loin de ce monde-là, il y a aucun regret dans ta tête? Définitivement, c'était ça? Ah oui, c'est Que c'était c'est beau ce «ah oui». bah, en fait, j'ai ce côté événementiel, ce qui est génial et je continue à y bosser, tu vois? Pour la Café L'Or, c'est un poste qui me va très bien parce que je suis carrée et j'aime
j'aime dans l'événementiel donner l'envie, aux gens, tu vois? Faire rêver les gens et c'est autant, l'organisation que, bah, la partie sportive, que, le côté évidemment communication, logistique. En fait, tu as tous ces domaines-là qui permettent en fait aux gens de 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 construire ces événements-là qui font rêver. Et c'est pour ça que j'ai aussi cette petite chose où, tu vois, je rêve de bosser pour les JO, où ces rêves-là sont aussi importants pour moi que de continuer à naviguer et donc j'aimerais faire, au possible en tout cas, garder cet équilibre en fait bah, la petite souris qui est en train de gérer un événement, et en même temps, si je peux continuer à naviguer, sur des projets, divers et variés et puis il y aura forcément des timings dans la vie, qui feront que, je serai plus sur l'eau un moment et plus à terre pour d'autres. Comment ça se nourrit d'ailleurs ces 2 j'allais dire mondes-là? C'est pas vraiment des mondes tellement différents finalement, mais comment ces 2 facettes de ta vie, de ta carrière se nourrissent l'une avec l'autre? Bah, tu as le côté touche à tout qui est, égal à un touche à tout en projet, de course au large parce qu'on fait de tout. En fait, c'est vachement complémentaire, ça se ressemble pas mal et puis tu as le côté, un peu confortable finalement quand tu as un projet. Tu montes un projet quand même avec des bateaux qui coûtent, tu vois, qui nous, ils coûtent 250 000 €, tu si tu veux, moi j'ai pas ça sur mon compte en banque. Donc il y a des partenaires, qui, qui nous font confiance, j'ai la banque qui m'a fait confiance. Donc c'est un peu agréable, tu vois, cette année d'avoir une paye aussi, en faisant quelque chose, que je sais faire. Donc monter un village, faire en sorte que tous les partenaires, que tout soit en symbiose, que tout le monde soit content, qu'il y a rien qui est laissé au hasard. J'adore, tu vois, bosser sur des tableurs Excel alors qu'il y en a, ça les ferait vomir. C'est des choses qui sont complémentaires parce que finalement dans mes prépa courses, du coup, j'ai la même, appétence à organiser des choses, où c'est carré, quoi. Carré. C'est très carré, les checklists, j'essaye en tout cas de m'inspirer de ce que j'ai appris et ce que je fais dans mon métier, on va dire, mon métier de base, pour l'inscrire dans ma prépa et ma façon de naviguer aussi. Quand on t'écoute et quand, moi j'ai le plaisir de te voir, aussi, on te sent, là, voilà, à 30 ans, pleine de tout ce que tu aimes. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, comme si, tu parlais de planètes, tout à l'heure, comme si là, elles étaient super bien alignées les planètes. Alors, bien sûr, je pense à tes mains et que ça, c'est un petit désalignement, j'en doute pas. Mais en tout cas, dans ce que tu aimes faire, on a l'impression que voilà, tout est réuni, tout est là et que, tu es pleine de tout ça, pleine de cette vie-là et de cette joie-là. Bah, écoute, j'essaye d'accueillir, l'émotion comme je l'ai envie et de l'émotion positive et même s'il y a des choses négatives, en fait, j'essaie de le transformer en positif. Tu vois, les mains, je pense qu'on se serait appelé début de semaine dernière, c'était pas la même histoire. Je j'acceptais pas le fait d'être dans cette condition physique. Je me suis demandé si, je pouvais partir. J'en ai discuté avec, les médecins évidemment, ils sont au courant, hein, la direction de course, mon kiné du sport, mon préparateur mental et au fur et à mesure, tu évalues un peu les choses et puis tu digères et puis non, en fait, c'est pas une éventualité de pas partir. Si on me donne le go du côté médical, et ben, on y va et en fait, c'est peut-être l'opportunité pour moi de vivre cette transat complètement différemment. Tu vois? De profiter, en fait, de chaque instant sur l'eau parce que, je me suis battue pour, j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour être là. Donc en fait, autant, plutôt de se dire: «Bah, merde, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça», se stresser avec ça, j'essaye de me dire: «Bah, non, voilà, respire, pose-toi, accepte, ça. On est tous capables de réduire la voilure. Après, faut pas se faire des nœuds au cerveau parce que, bah, les petits copains, ils passent devant, mais peut-être que les petits copains, ils vont tirer un peu trop sur la machine. Donc finalement, l'important, c'est de pas casser le bateau parce que du coup, sinon, bah, tu arrives pas forcément. Donc voilà, j'essaye de relativiser et puis de faire en sorte que, bah, les choses de la vie arrivent, d'une manière, positive et tu vois, c'est comme la Maison Perchée pour laquelle je cours, cette association qui aide les bipolaires, schizophrènes, borderline, de naviguer pour eux, c'est, un espoir, tu vois, d'avoir une vie meilleure et pour pas qu'ils rentrent dans ce cercle négatif.
Donc si toi-même tu restes dans le cercle négatif, comment tu veux, aider les gens à aller dans le positif? Donc voilà, donc il y a à la fois, cette émotion, il faut savoir comment l'accueillir, la transformer pour, en dégager quelque chose de bien. Ça fait du bien de t'écouter. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on te souhaite sur cette mini transat, Thaïs, qui va arriver donc, très bientôt, hein? L'épisode va sortir, mercredi, on sera à J-4. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette transat-là? Eh bien, plein de bonheur, d'arriver au bout et puis évidemment si, le plus de monde y adhère possible, le mieux c'est, mais ça on verra à l'arrivée. Et je vais te la poser quand même la question, même si, on avait dit qu'on évacuait le sujet, très tôt, tes parents, ton papa, il sera sur le ponton à dire au revoir, fier de sa fille. Il est fier de sa fille? Il est heureux que sa fille, fasse du bateau d'ailleurs? Je pense qu'il est content parce que comme ça il prend pas vraiment sa retraite, parce qu'il aime quand même beaucoup trop le chantier et le carbone. Je pense qu'il ferait un peu la gueule si, je lui dis que j'ai un projet Figaro 3 parce que tu peux pas faire grand chose en chantier dessus, tu vois? Et comme j'aime bien le carbone et ben, on est plutôt raccord. Et oui, il sera là sur l'eau. Je sais pas s'il va venir au ponton parce que c'est beaucoup d'émotions aussi pour lui. Tu vois, il y a 2 ans, il était venu la veille et puis à un moment, il était tellement stressé. Moi, j'étais stressée, mais lui encore plus que moi, quoi. Du coup, il me dit: «Bah, ça te dérange pas si je pars? Je te dis au revoir maintenant parce que demain, sinon je vais pas être bien». Donc voilà, donc oui, il sera là sur le départ et ma maman, eh bien, elle est pas là puisqu'elle est décédée, à peu près à la même période de la mise à l'eau de mon bateau. Elle était, bipolaire, c'est pour ça que je cours pour la maison perchée. Tu vois, il y a un peu de ma tante avec mon bateau et puis en fait, il y a de ma maman, La maman? avec, la maison perchée donc je sais qu'elle doit être de tout cœur avec moi, de là où son âme me verra prendre le départ et qu'elle m'accompagnera sur cette transat. Donc je suis encore heureuse de pouvoir le faire, pour moi cette fois-ci, mais accompagnée, par sa bonne étoile. Merci beaucoup Thaïs d'avoir, été l'invitée de Navigante. C'était un plaisir de partager ce moment-là avec toi. C'est bien, tu nous as remplis de plein d'ondes positives. C'est vrai, hein? Ah, bon, je suis contente alors. Bah, toi aussi Hélène, ça fait C'était du bien de se le un rappeler. c'était un très chouette moment. On va te souhaiter une très belle transat. Et puis j'ai noté, hein, pour plus tard, des jeux olympiques, côté organisation et puis, une Ocean Race, côté, navigation. Puis un jour peut-être le Vendée, on verra. Donc voilà, ça j'ai retenu. Merci beaucoup Thaïs en tout cas et puis, bah, bonne mini transat. Merci beaucoup Hélène. Merci Merci. à tous d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.